Bonsoir donc à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue sur Boulevard des Opinions. Je l'annonçais déjà comme sujet, ces échanges de courriers administratifs qui auraient pu rester dans les couloirs de l'administration, mais qui depuis peu se retrouvent sur la place publique, sur les réseaux sociaux. Ils font le buzz, ces documents. Une demande d'explication adressée à un officier de rang précédemment, puisque l'homme a été relevé de ses fonctions secrétaire permanent de la Commission nationale de lutte contre la radicalisation, l'extrémisme violent et le terrorisme. Réponse de celui-là au ministre, réponse également disponible sur les réseaux sociaux, tout comme la demande d'explication et la suspension. Un fond et une forme qui font dire à certains qu'il existait ou qu'il existerait une animosité entre les deux. Pour ceux qui nous suivent à la télé, ils remarqueront que on a oublié de déplacer le dictionnaire avant qu'on commence le direct. À lire ces courriers, parfois, on a du doute sur ce qu'on sait. Il m'a fallu aller recourir à un dictionnaire pour m'assurer que décrédibiliser existe, puisque dans sa réponse, Louis-Philippe Rouléon déniait l'existence de ce mot. Je voudrais me permettre de lire ce passage quand il dit entre autres, d'autre part, dans le vocabulaire français, le mot décrédibiliser n'existe dans aucun dictionnaire, encore moins dans le lexique des différentes branches du droit. Si c'est pour dire que les faits que vous nous reprochez, que vous évoquez plutôt dans le texte de votre demande d'explication sont de nature à diminuer le crédit des institutions de la République ou à les priver de la considération, le vocable consacré est plutôt décrédité ou discrédité. Quand on dit ça, Richard Tinéo, on écrit ça à un ministre. Qu'est-ce que ça vous suggère quand vous voyez cette leçon que Louis-Philippe Rouléon se permet de donner, encore que moi, dans le dictionnaire que j'ai perdu la première page pour pouvoir donner les références. Décrédibiliser, ça existe, c'est un verbe transitif qui voudra dire faire perdre sa crédibilité à quelque chose, ou discréditer. Oui, quand vous lisez un peu le document de Louis-Philippe Rouléon, vous êtes quand même à même de vous demander qu'est-ce qui se passe entre les deux hommes ou qu'est-ce qui, entre-temps, s'est passé pour qu'on en arrive là. Parce que, véritablement, il y a que le torchon brûle entre ces deux hommes, entre, que ce soit, vous l'avez évoqué tout à l'heure, l'ex-directeur donc de la direction ou de la radicalisation. L'ex-directeur général de la police nationale, parce que la police était encore nationale. Tout à fait, l'ex-directeur de la police nationale et secrétaire permanent de la Commission nationale de lutte contre la radicalisation. Donc, quand vous lisez un peu le document, c'est vrai qu'il y a eu quelques... Bon, vous avez évoqué, je ne l'ai pas... ma curiosité ne m'a peut-être pas poussé à vérifier si le mot décrédibiliser existait, mais je me suis déjà dit, comme Émile Boileau, ce qui se conçoit ou ce qui se conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour le dire arrivent aisément parce que c'est la lettre ou le courrier de demande d'explication datait du 12 avril et déjà le 15 l'ancien secrétaire permanent de la Commission nationale de lutte contre la radicalisation a pris son écritoire pour répondre donc au ministre. Et dans cette lettre-là, on a constaté que il a en réalité répondu à deux personnes. Il a indexé deux personnes dans son courrier, à savoir le ministre de l'Intérieur et le secrétaire général du ministère de l'Intérieur. Donc, deux personnes qu'il a visées dans ce courrier-là. Et parlant du ministre, je comprends qu'il a voulu simplement dire au ministre, vous avez utilisé des mots qui ne sont pas appropriés, ou du moins vous donnez l'impression de méconnaître les lois administratives. Est-ce qu'il n'y a pas une manière de le dire? Est-ce que c'est dans un courrier officiel qu'on écrit ça à un ministre?
Oui, mais il y a des antécédents. Il a narré les faits. Il a dit il croyait encore à la volonté du gouvernement d'instituer donc cette direction-là ou cette unité spéciale qui va donc gérer le terrorisme, la criminalité dans notre pays. Donc, quelques mois après sa nomination, il a pris la situation à bras le corps. Il s'est dit il faut déjà doter l'institution d'un statut ou d'une loi juridique, il faut donc l'habiller. Il a réfléchi par rapport à tout ça, il s'est rapproché du ministre, les démarches qui l'ont conduit donc vers et le ministre et le secrétaire général du ministère, et il a constaté que où ils étaient de bonne foi, mais qu'ils ne voulaient peut-être pas de lui, ou ils étaient de mauvaise foi, et voilà la situation. Parce que vous devriez comprendre, et permettez-moi déjà même de faire une comparaison entre ce que le secrétaire permanent de la Commission nationale de lutte contre la radicalisation a vécu, et ce que les partis d'opposition ont vécu lors de la question de certificat de mise en conformité. Parce que on a remarqué que le même ministère qui, à un moment donné, a étudié des dossiers et qui a relevé des insuffisances et qui a transmis ces insuffisances-là aux parties concernées, c'est à un moment donné ravisé, s'est dit non, il y a encore d'autres insuffisances parce que j'ai encore pris le temps. Ce secrétaire général serait coutumier des faits. Ben, écoutez, c'est l'information ou c'est l'actualité qui nous donne raison ou qui nous permet de dire ça. Parce qu'il a déjà pris une première fois le dossier, il a étudié, il a relevé des insuffisances, il a dit corriger ces insuffisances. L'autre a pris le temps de corriger, l'autre l'a ramené, il a pris encore tout le temps pour dire non, écoutez, il y a encore des insuffisances. Bon, c'est vrai, l'autre a encore pris tout son temps, mais n'oubliez pas, il y a cet aspect-là où nous sommes dans l'armée. Le secrétaire général a lu un peu la correspondance de Louis-Philippe Oundéon. Je comprends qu'il est... La réponse de Louis-Philippe Oundéon, je comprends également qu'il est, c'est-à-dire ce secrétaire général, il est également de l'armée. Autrement dit, quand vous voyez déjà ce rapport-là, je suis plus gradé que celui à qui j'adresse peut-être cette correspondance et la manière dont il procède, c'est déjà là le point d'achoppement. Et ce n'est pas parce que il faut recadrer un peu les choses. Louis-Philippe Oundéon répond au ministre. Mais le ministre demande des explications suite à des propos qu'il a tenus, qu'il aurait tenus. À qui ? Au secrétaire général. Justement. Au contrôleur général. Et lui dit, je suis inspecteur général. Et ils se sont rencontrés à maintes reprises pour donc étudier les tests. Donc, ce dernier, pour lui, ne devrait pas, à un moment donné, tenir des propos donnés. Donc, il pouvait, c'était dans son droit, c'était donc normal que lui, en tant que Philippe Oundéon, qui puisse peut-être réprimander, puisque c'est le mot qui est utilisé, réprimander donc ce secrétaire général, puisque c'est de l'armée qu'il s'agit. Il y a peut-être une autre manière de répondre ou de réagir par rapport ou face à Louis-Philippe Oundéon. Châtenay, quelques bouts, Gabin, un autre bout avant que je rappelle en général ce dont il s'agit réellement dans l'objet de ces échanges. Cet autre bout, et je vous poserai la même question qu'avec Ulrich tout à l'heure en demandant si on peut s'exprimer comme ça à un ministre, on peut s'adresser comme ça. Quand il dit, entre autres donc, d'une part, je crois, le manque d'accord, je voudrais remonter. Aujourd'hui, vous trouvez opportun d'écrire que ces agissements d'un officier général de votre rang est d'une extrême gravité et sont de nature à décrédibiliser les institutions de la République. Le manque d'accord entre l'auxiliaire être et son sujet pluriel agissement d'une part et l'emploi du verbe décrédibiliser justifie que le test de la demande d'explication n'émane pas de vous parce que, ayant commencé avec vous ces derniers temps, je vous sais d'un niveau très élevé dans la pratique de la grammaire française. Louis-Philippe Oundéon écrit ça à Saka Lafia, contestant l'origine d'un document que Saka Lafia a signé, la demande d'explication. Est-ce qu'on s'adresse comme ça? Je vous pose la question. Non, je pense que Louis-Philippe Oundéon, en répondant au ministre qui lui a adressé cette demande d'explication, a quelque peu déversé sa colère parce que en réalité, la demande d'explication, pour répondre à la demande, on n'a pas besoin forcément de relever justement les fautes d'orthographe que l'autorité a eu à commettre parce que loin de ça, ce qui lui est demandé était quand même de
répondre par rapport à un certain nombre d'agissements. Et donc, moi, je pense que en allant donc rechercher les fautes qu'il y avait eu dans la demande d'explication à lui adressée, c'était un peu pour peut-être descendre le ministre pour lui infliger une sorte de, j'allais dire, montrer au ministre qu'en réalité, et bien entendu, il ne savait pas ce qu'il voulait dire exactement. Donc je crois que à ce niveau, on peut reprocher à Louis-Philippe Oudénon d'avoir d'être allé trop loin justement en écrivant de cette manière, en répondant de cette manière. Parce qu'il aurait pu justement se passer des détails liés donc à la façon de formuler ou de composer le texte qui lui a été adressé. Donc pour moi, il était simplement question pour lui de répondre en des termes beaucoup plus courtois, parce que oui, il a dénoncé aussi le manque de courtoisie, bien entendu, qu'il y a eu entre lui et l'autorité, donc au cours des échanges qui finalement ont conduit à cette demande d'explication qu'on lui adresse. Je pense que cette demande d'explication qui transparaît sur la place publique ne fait pas honneur à l'administration béninoise, parce qu'en réalité, c'est lu par tout le monde. Ça peut être même, ça peut parvenir à des enfants qui ont une certaine culture. Et donc, tout ça, ce n'est pas normal pour un État, pour une république qui se respecte, de mon point de vue. Et donc, à ce niveau, je ne dénie pas à Louis-Philippe Oudénon le droit de pouvoir répondre à l'autorité, mais quand même, il fallait mettre de bémol dans la façon de répondre. Il fallait faire preuve de courtoisie, justement, même si on a la dent dure contre l'autorité. Et donc, c'est ce que je crois par rapport à ce que Louis-Philippe Oudénon écrit pour répondre au ministre. Ça, c'est la forme. Maintenant, j'avais promis rappeler. De quoi s'agit-il? D'où est parti? Il faut dire... ces passes d'armes entre Sakalafia et Louis-Philippe Oudénon. Je le disais, Louis-Philippe Oudénon a été nommé secrétaire permanent de la Commission nationale de lutte contre la radicalisation, l'extrémisme violent et le terrorisme. Il a été nommé et il estime que, compte tenu de l'agenda du gouvernement, il fallait aller vite. 2 semaines après sa nomination, il dit avoir déposé un projet de décret portant création, attribution, organisation et fonctionnement de la commission. Lui, qui s'est empressé de déposer ce document 2 semaines après sa nomination, ce n'est que 2 mois après que le ministre l'a appelé pour de premières séances. À chaque séance, le ministre notifiait, en tout cas, faisait savoir à Louis-Philippe Oudénon que le secrétaire général du ministère avait quelque chose à redire à propos des textes qui ont été déposés, avait des amendements à faire. Et puis, d'amendement en amendement, il a précisé qu'ils sont arrivés à 11 amendements d'un document qui fait moins d'une cinquantaine, un document juridique qui fait moins d'une cinquantaine d'articles. Et la goutte d'eau qu'il n'a pas aimé certainement, c'est que le document a été communiqué à d'autres ministères. Et l'homme se rend compte que le document qui a été communiqué à d'autres ministères pour leur avis, c'est un document qui n'est pas celui retenu par lui, l'officier, le ministre, le directeur de cabinet et les experts de la Commission nationale en charge de la radicalisation, de l'extrémisme violent et du terrorisme. Il a donc réprimandé le secrétaire général qui, en matière de grade dans la police, est inférieur à lui. Le ministre n'a pas aimé, tout comme le ministre n'a pas aimé certaines postures qu'il a qualifiées avec ces mots de Louis-Philippe Oudénon dans son bureau. Tout ceci lui a valu une demande d'explication. Il a répondu à ça. La suite, vous le savez, Virgile, Louis-Philippe Oudénon a été suspendu ou relevé de ses fonctions. Dans le fond, est-ce qu'il n'a pas raison, en quelque sorte? Prendre 9 mois sur un document. Non, moi je pense que Louis-Philippe Oudénon n'a qu'à s'en prendre à lui-même, hein, parce que pour qui a suivi cet officier, d'abord Souboni Yayi, avec son activisme, et qui a vu, n'est-ce pas, sa nomination sous Patrice Talon, la question tout de suite c'était de savoir, c'était une surprise de sentir, n'est-ce pas, ce beau lit-là, ces beaux draps dressés à cet officier qui n'avait de cesse de flageller, j'allais dire, de juger et de prononcer la sentence avant même, n'est-ce pas, les juges professionnels dans l'affaire d'empoisonnement et de coup d'État, ou je ne sais plus, tentative de coup d'État. Donc, c'est clair, tout le monde savait que dans un coin ou un autre de la rue, le diable l'attendrait et aura sa tête. Et donc, pour moi,
Ce n'est ni plus ni moins que cela. Je ne crois pas me tromper. C'est-à-dire parce que quand on l'a appelé, il devrait refuser de servir son pays. Bon, c'est vrai que quand vous lisez le document, il prend la posture de l'intellectuel qui est seul expert de ce domaine de l'extrémisme. Je ne sais même pas le titre rébarbatif de cette fonction Commission nationale de lutte contre la radicalisation, virgule, l'extrémisme violent, virgule, et le terrorisme. Bon, voilà. On est là. Et donc, pour moi, cela devrait arriver. Et la preuve, vous allez dire, mais il est en difficulté avec son ministre. Les relations n'ont jamais été bonnes. Quand vous lisez le document, vous vous rendez compte aisément, les relations n'ont jamais été bonnes. Vous épiloguez sur la forme de la réponse. Mais ce n'est que la suite de leurs relations au quotidien, de ce qu'ils ont toujours été. Chacun a toujours voulu humilier l'autre. Donc, ça a continué à travers la réponse à cette demande d'explication. Et donc, pour moi, ce n'est pas étonnant. Dans tout ça, vous dites où est la réponse du gouvernement. La réponse du gouvernement se situe également dans les faits. Quand vous lisez, les faits remontent à mi-avril. Mi-avril 2019, il a été relevé de ses fonctions il y a quelques jours, quelques semaines. En juin, la loi de suspension a Voilà, donc le temps que certainement le gouvernement prenne connaissance du dossier et s'est prononcé en faveur du ministre. Est-ce que c'est seulement pour couvrir, n'est-ce pas, l'autorité du ministre, ou moi je ne pense pas trop, parce que si les faits qu'il relève là sont avérés, si pour une décision du gouvernement, pour une volonté du gouvernement de lutter contre l'extrémisme, c'est vraiment ce que je saisis de tout le vocabulaire, tous les autres radicalisations, je ne sais pas ce que c'est, qu'est-ce qu'ils mettent dans la radicalisation. L'extrémisme violent, on est où là? Dans l'islamisme? Dans quoi? Voilà, je ne me retrouve pas. Pardon? Non, je pourrais, pour avoir participé à quelques séances au cours desquelles Louis-Philippe Monléon était appelé, je pourrais vous expliquer qu'en matière de radicalisation, on estime par exemple, je crois l'activité entre autres avait été organisée sous la supervision de l'ABGF, l'agence qui gère les frontières, parce qu'on estime qu'il y a après sa nomination. Et après sa nomination. Bon, voilà. Après sa nomination. Si les frontières ne sont pas viabilisées, les populations qui se sentent au niveau des frontières peuvent se sentir délaissées, peuvent avoir des raisons de se radicaliser, de s'affilier à des mouvements terroristes. Et déjà, il faut prévenir ça. C'est à cela, entre autres, que Louis-Philippe Monléon est appelé. Même quand les experts arrivent au Bénin, il l'appelle et puis il est avec eux et puis il travaille avec eux. Dans tous les cas, visiblement, c'est lui qui voyait sa chose grosse. La preuve, c'est qu'il a dit que le ministre l'a réduit au point où lui il a dit que, bon, comment il peut le dire ainsi, qu'on n'est pas au Mali ici, qu'on n'est pas au Burkina, qu'il faut attendre, n'est-ce pas, que les terroristes nous frappent. Pour moi, je dis encore une fois, il n'a qu'à s'en prendre à lui-même. Et au-delà des tergiversations sur la forme et tout le reste, c'est comment un fonctionnaire de l'État, comment tout citoyen qui est appelé à une mission publique répond à cette mission. Moi, je crois que c'est ce qui est important, parce que il n'a pas que lui. Quand on dit Louis-Philippe Monléon, les deux, on connaît aussi la suite aujourd'hui. Qui était l'adjoint de Louis-Philippe Monléon. Au moins, ce bout-là, quand même, on parle de Monléon. Ce bout, allez, regardez mes gants qui jaunissent. C'est ce qui est resté. C'est ce qui est resté. C'est la petite phrase qui est restée dans les têtes. Bon, tout le monde savait que ça allait se passer ainsi. Et donc, pour moi, je ne suis pas étonné. Aujourd'hui, il a d'autres zélés. Ne dit-on pas que chaque régime fabrique ses zélés. Il a d'autres zélés. Et l'histoire est là. Le livre de l'histoire est si grand et enregistre. Louis Châtineau, est-ce parce que, par le passé, Louis-Philippe Monléon, dans ses fonctions d'officier, de directeur général de la police nationale, avant ça, commissaire à Cotonou, tout à fait, a conduit certaines affaires que rappelait entre autres Virgile, que Patrice Talon, qui était l'une des parties citées dans ce dossier, aujourd'hui président, l'appelle pour servir son pays
il devrait craindre des représailles et dire non. Puisque Vigile trouve que ce qui lui arrive, il devrait s'attendre à ça. Oui, il devrait s'attendre à ça. Bon, maintenant, par rapport à son passé, je ne lui reproche fondamentalement rien. Je ne lui reproche fondamentalement rien parce que je me dis, c'est un agent de l'État. Il est au service du chef de l'État, entre griffes. Oui, sinon, il est dans l'administration publique. Par conséquent, le chef de l'État peut l'appeler à tout moment à faire ou à jouer donc, des rôles dans l'administration. Et c'est ce qui s'est passé. Il ne pouvait pas refuser, par exemple, cette nomination-là au poste de secrétaire permanent. Pour la petite histoire, à lire la note quelque part, quand il a senti que visiblement, lui qui croyait qu'il y avait urgence, on l'a nommé pour des fonctions, il souhaiterait que le dossier avance, il a constaté que ça traînait, il a dit qu'il allait déposer sa démission. Voilà, donc il n'était entre griffes preneur de rien. Et dans les journaux, vous l'auriez même constaté, il y a beaucoup de nos confrères qui ont titré un DG ou un directeur sans bureau, un secrétaire permanent sans véhicule. Et puis, bon, voilà, il y a beaucoup de choses que les uns et les autres ont dit par rapport à ça. Maintenant, si tant est que c'est son passé qui doit le rattraper ou donc jouer contre lui, je pense personnellement que ce n'est quand même pas le moment, ce n'est quand même pas bien, puisque c'était déjà prévisible. On se disait, mais comment est-ce que ceux-là, je veux parler, quand je dis ceux, je veux parler des deux Hunokwe, Hundéon, comment est-ce qu'ils vont pouvoir donc gérer ou faire avec le nouveau départ. Quand je parle de Hunokwe, c'est juste après les événements du 1er, du 2, ou encore avec les événements de Tchaoru, où d'aucuns parlaient déjà d'un mécontentement ou d'une situation qui serait donc en attente ou entre lui et le chef de l'État. Il a disparu pour quelques jours, il est revenu, lui-même parlait de situation masquée ou donc de manipulation ou d'intoxication, que voilà, il se porte bien et qu'il n'y a pas de problème a priori. Donc on était là et quelques jours après, vous l'avez constaté, la Cour suprême donc s'est prononcé sur ce dossier, cette requête des hauts gradés de la police ou de la police républicaine aujourd'hui. Qui était là, pas d'aujourd'hui. Voilà, qui était là, pas d'aujourd'hui, je suis d'accord. C'est pourquoi je dis, on a ressuscité donc ce dossier et il fallait les dégrader. Et ça n'a pas manqué. Il s'agissait de Louis-Philippe Oundéon, il s'agissait également de Nazer Hunokwe. Et quand vous faites la somme de tout ça, quand vous regardez un tant soit peu, vous vous dites, même si le chef de l'État qui à l'époque serait la victime, même si aujourd'hui il n'est demandeur de rien, il y a effectivement, comme le disait tout à l'heure Vigile Avancé, des élèves qui sont dans l'ombre et qui veulent rendre des coups aux uns et aux autres, puisque je serais peut-être à la place du secrétaire général et c'est ça ce qui aurait peut-être touché, je dis encore peut-être, touché Louis-Philippe Oundéon. Le ministre n'aurait peut-être pas pris parti. Parce qu'il a senti que le ministre a pris parti pour son secrétaire général. Le ministre défendait à toutes les... C'est comme si il devrait se plier aux exigences du secrétaire général. Oui, d'accord. Par rapport au fond du document, il doit écouter, suivre les instructions du secrétaire général. Mais dans la courtoisie, le secrétaire général doit savoir également que celui que j'ai en face, celui avec qui je traite, c'est aussi mon supérieur. Donc voilà, il y a le ministre était appelé à trancher, d'accord, entre deux frères ou deux collègues qui ne s'entendaient pas, l'un plus gradé que l'autre et l'un qui serait peut-être en position de force puisque appartenant au régime en place, puisque étant épaulé par le ministre de tutelle. Autrement dit, il avait toutes les chances en réalité de gagner la bataille face à son adversaire, face à Louis-Philippe Oundéon. Donc je pense que cette situation entre les deux hommes mal géré par le ministre, c'est ça qui certainement a produit le résultat, cette lettre-là qui circule aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Maintenant, par rapport à cette manière, on l'a dit tout à l'heure, moi je me dis personnellement
que si le ministre n'avait pas pris position, vous n'allez jamais voir une telle situation ou une telle réaction de la part de Louis-Philippe Oundéon. Gabin, est-ce que dans le fond, Louis-Philippe Oundéon n'a pas aussi raison quand on constate que pour des questions urgentes comme la lutte contre la radicalisation, l'extrémisme violent, le terrorisme, et que le président de la République le nomme, qu'il, sans donc se donner de répit, se mette à l'œuvre pour 2 semaines après déposer un document, un avant-projet, qu'on appelle 2 mois après, que ce soit le début d'interminables amendements d'un secrétaire général qui visiblement est plus expert que lui, l'expert Louis-Philippe Oundéon, les experts de sa commission, le ministre et le directeur de cabinet réunis. Oui, la posture de l'autorité sur justement les propositions qui ont été faites vient remettre en cause un peu l'urgence qu'il y avait eu à créer ce poste-là, parce que si vraiment il y avait d'urgence et qu'on crée un poste comme ça, on devait en amont prendre toutes les dispositions pour que dès qu'une intéressé pour la fonction, il puisse avoir de la matière, pour faire le travail. Et donc, finalement, c'est lui qui fait des propositions, mais après, voilà comment il est traité. Donc, c'est un peu comme si ce poste qui a été créé n'était pas créé juste pour régler un problème, mais peut-être pour, j'allais dire, flanquer un coup à Oundéon, qui aujourd'hui est désormais persona non grata dans ce scénario qui se présente, parce que beaucoup l'ont rappelé sur ce plateau déjà. Il y a eu le passé de Oundéon qui est là, qui crève les yeux. Et donc, en acceptant de tenir ce poste-là, il devait a priori peut-être, envisager le scénario actuel, puisque c'était quand même trop beau que lui qui a eu à jouer ce rôle au niveau de l'ancien régime avec ce soutien farouche qu'il a eu pour le président Patrice Talon, pour le président Boni Yayi, et qui a eu à faire tout ça et qui finalement se retrouve à accepter une nomination comme celle-là. C'est vrai, il peut dire qu'il veut servir sa nation, mais a priori, il pouvait quand même prévoir tout ça parce que... Est-ce qu'il ne pouvait pas se dire que, ben oui, j'ai conduit ces affaires-là, mais devant la justice, on n'a pas dit que c'est du faux, on a dit que c'est constitué, sauf que ce n'est pas encore arrivé à un niveau où on pourrait dire que ça a pu avoir lieu. On a parlé de non-lieu, mais le juge a écrit bien évidemment que tout ce qui a été dit par les uns et les autres, c'est fondé. Est-ce qu'il ne peut pas se dire, puisque la justice même a trouvé que le travail que j'ai eu à faire, c'est un travail qui est impartial, et maintenant qu'on m'appelle, je vais servir mon pays sans a priori. C'est en cela qu'il y a quand même un peu de bizarrerie dans tout ce que nous voyons là, parce que finalement, lorsqu'on nomme quelqu'un pour tenir un poste, on ne peut pas lancer la personne sur le terrain sans mettre en place les dispositions nécessaires, parce que finalement, l'homme ne savait pas ce qu'il allait jouer comme rôle, puisque lorsqu'il n'y a pas de documents, on a parlé de l'institutionnalisation du poste qui a été créé, mais qui finalement a commencé par traîner les pas. Et donc, à ce niveau, moi, je crois que finalement, il y a eu un peu de clair-obscur dans cette histoire, et l'autorité, finalement, est la seule à pouvoir nous dire véritablement ce pourquoi on a créé le poste, ce pourquoi on l'a nommé, et qu'est-ce qu'on voulait finalement de lui, parce que l'homme était un peu comme s'il était indésirable dans ce ministère. Quelqu'un qu'on nomme sans prendre des mesures qui vont avec. Il n'a pas de véhicule, il n'a pas des avantages qui vont avec, il n'a pas de bureau, et donc tout ça, ça pouvait quand même déjà... Les avantages qui vont avec, on ne connaît peut-être pas les autres. Ce sont les journaux qui ont parlé, par exemple, de ceci. Tout ça pouvait attirer son attention sur véritablement ce qu'on voulait de lui, ce qu'on voulait faire de lui. Et in fine, moi, je pense que l'homme, finalement, a donné sa tête. Et donc, on a fait de lui ce qu'on voulait. Et puis, finalement, on l'éjecte du système. Mais là encore, c'est peut-être mieux pour lui, parce qu'il aurait pu se retrouver à un endroit qu'il n'aurait pas voulu. Et donc... fondamentalement, en allant donc tenir ce poste, il a pris en tout cas beaucoup de risques pour moi, puisque là, je crois que la situation du passé, oui, vous l'avez souligné, c'est vrai, il a conduit un dossier qui finalement s'est révélé un peu comme si les faits étaient vérifiés, mais après, finalement, qu'est-ce qu'on retrouve? Donc, je crois que là, Louis-Philippe Oundéon, finalement, il a mal joué en acceptant de tenir un poste comme ce qu'on lui proposait. Est-ce qu'il avait le choix? Firji Larancet, entre le politique et l'administratif, la collaboration, jusqu'où le plus bas peut se sentir soumis, obéi, jusqu'à franchir le seuil du pas tolérable pour vous? Je ne comprends pas le sens de la question par rapport à qui vous incriminez qui ici. L'autorité politique, le ministre.
qui a reçu, en tout cas, partage ce pouvoir du président de la République qui est patron de l'administration. Et lui, Philippe Rondeillon, flic, inspecteur général, qui estime qu'il peut réprimander un contrôleur général, mais qui se voit reprendre par le ministre, le politique, qui lui dit « explique-toi parce que tu t'es adressé à un secrétaire général sur ce ton ». Jusqu'à quand les deux peuvent collaborer, jusqu'à quel niveau les deux pourront collaborer, et chacun gardera sa parcelle. Je sais qu'il faut un minimum quand même, disons, d'acceptation l'un de l'autre pour que la collaboration puisse exister. Visiblement, les deux ne se sont jamais acceptés. Est-ce que c'est seulement les deux? Moi, je soupçonne que non. Que non, ce sont, comme je dis, hein, c'est inévitable. Il faut aller voir si il est accepté du rôle du ministre, par exemple. Moi, je n'en sais rien, mais je douterais. Dans tous les cas, la collaboration n'a pas fonctionné. Ce secrétaire général... Dans la suspension, je crois, le ministre a mentionné que le chef de l'État a connu des faits. Mais voilà, le chef de l'État ne pouvait pas ne pas connaître des faits avant de c'est ce qu'il dit. C'est pourquoi il dit ça relève... Les faits remontent au 12 avril. Enfin, un peu avant le 12 avril. Et ça a été finalement tranché après, donc... ce conseil des ministres là, à l'issue du conseil des ministres, le temps que le chef de l'État, le gouvernement, prenne connaissance donc du dossier et a tranché, et ça, il ne pourrait en être autrement. Et quand vous voyez bien les choses, le fonctionnaire n'a eu de salut, selon lui, que de mettre à la connaissance de l'opinion, n'est-ce pas, tout ce qui s'est passé, d'abord à travers les réseaux sociaux, voilà, certains journaux, d'autres journaux qui ont repris, qui lui ont répondu, etc., etc. Je dis encore une fois, tout revient encore, tout remonte à l'article que lui-même il a évoqué, l'article 35 de la Constitution. Comment lui-même il a pu servir la République au vu donc de cet article 35 de la Constitution. Je donne lecture rapidement. Les citoyens chargés d'une fonction publique ou élus à une fonction politique ont le devoir de l'accomplir avec conscience, compétence, probité, dévouement et loyauté dans l'intérêt et le respect du bien commun. Mais comment ça s'est passé? Est-ce qu'il a servi l'intérêt général, le bien commun, ou il allait servir un homme dans le temps? Tout le débat est là. Tout le débat est là. Et pour moi, c'est pas grand-chose qui se joue. Hein. C'est sa petite tête. Pour moi, c'est même pas une grande actualité qui aurait pu, n'est-ce pas, nous mobiliser si ce n'est pas pour la pédagogie que ça peut faire pour les autres. Si ce n'est pas pour la pédagogie, je ne vois même pas. Ça devrait arriver. Et cela est arrivé. Il faut qu'on en tire les bonnes leçons simplement. Qu'envisagez-vous aussi demain, oui, Louis-Philippe Rondeillon, lui descendu de sa place de secrétaire permanent de cette commission, une fois la police croise le contrôleur général, secrétaire général du ministère de l'Intérieur dans l'armée, dans le rang des policiers. Bon, la République se porte... Vous savez, je ne sais pas si vous faisiez attention un peu. Moi, je me demandais à chaque fois quand je voyais, n'est-ce pas, le tout-puissant directeur général de la police nationale. Oui, c'était encore national à l'époque. Quand je le voyais dans les démonstrations, voilà, j'ai encore l'image qui me revient. Je me disais bien, bon, avec cette ascension fulgurante, Boni Yahi qui s'en va finir et qui finira avec un nouveau régime. Je ne pouvais pas donner Patrice Talon remplaçant de Boni Yahi. Mais ça aurait été quelqu'un d'autre. Il n'aurait pas eu la même grâce avec un autre régime, par exemple. Mais le tout-puissant directeur général de la police nationale, quand vous avez été directeur général de la police nationale, je crois qu'il ne reste plus de place à prendre à la police, par exemple. Donc je disais, dans tous les cas, il allait souffrir sous un autre régime. Ça, tout le monde le savait. Tout le monde le savait. Et donc, oui... Non plus, c'était la fin de sa carrière, parce que lui aussi, je crois, par la suite... Mais bien sûr, raison de plus, parce qu'il était trop jeune. Il est rentré dans l'oubli. Je crois qu'il est allé faire des études supplémentaires, des études qui lui ont peut-être valu cette expertise-là, cette expertise pour laquelle on l'a appelé. Vous savez, pour frapper un enfant, il faut l'appeler. N'est-ce pas? Il faut l'appeler, il faut qu'il soit... En plus, quand vous frappez l'enfant, comme vous le frappez dans la chambre à coucher, c'est pas grave. Mais si vous le frappez au collège devant tout le monde, ah non, mais c'est inoubliable comme sensation.
Moi, je schématise les choses ainsi, c'est ce que je vois dans ce... Et pour moi, ce n'est pas une grande actualité. Pas du tout. Moi, je ne le vois pas. C'est lourd pour la leçon et pour les autres. Et si on peut s'en servir, c'est bien. Si on ne s'en sert pas, bon, les gens écriront à la fois l'histoire, d'autres, des textes de morale pour les autres. Et la vie continue. Louis Châtelet-Roux, oui, il en est ainsi pour Louis-Philippe Ournéon aujourd'hui. Pour Ononkbé, avez-vous ajouté? Et pour ceux qui aujourd'hui sont en train de servir le pouvoir d'une manière ou d'une autre à leur poste, est-ce que déjà ça ne va pas les amener à se refroidir un peu, à se dire, ben, voilà ce qui arrive aux autres aujourd'hui. Moi, je dirais... Moi, demain, qu'en sera-t-il? À l'exemple du secrétaire général, vous voulez dire? Pour qui vous voyez, je ne sais pas. Bon, parce que effectivement, il faut pas se leurrer. Hein. Quand vous êtes un peu zélé sous un régime, qu'un autre vient, c'est toujours difficile. Maintenant, qu'on dise que ce qui se passe même aujourd'hui, cela devrait inspirer. C'est pourquoi je demandais si c'était le secrétaire, vous parliez du secrétaire général. Moi, personnellement, je trouve que certains devraient... Il y a des gens qui, d'une manière ou d'une autre, aujourd'hui, servent le gouvernement, qu'ils soient dans la justice. Oui, il y a des gens qui servent le gouvernement. Si vous permettez, oui, à mon avis, il y a des gens qui font l'option d'épuiser tout leur crédit. C'est-à-dire, tout ce qu'ils peuvent avoir comme bonheur, ils amassent, quitte à souffrir pour le reste de leur temps, de leur carrière. Et il y a de ces genres d'options. Mais quand vous faites cette option, après, vous ne vous plaignez pas, par exemple. Il y a des ailes qui ressemblent à cela. Des ailes qui ressemblent à cela, vous servez la République, vous ne servez pas un individu. Fût-il chef de l'État, fût-il président de la République. L'individu peut vous radier. Mais l'individu peut vous radier. Le cas Trépo est là. Mais bien sûr, Trépo n'est pas mort. On peut citer. Trépo n'est pas mort, il n'a pas fini d'écrire son histoire. Peut-être demain, à un micro, vous allez dire Trépo a été réhabilité. Vous voyez? Donc, on n'a pas fini. Moi, je pense que, voilà, chaque acte dans la vie, chaque acte dans ces conditions, a son prix, a son tarif, qu'il faut accepter de payer. Oui. On peut reprocher à Louis-Philippe Ournéon peut-être qu'il a été un peu zélé au temps de Boniaï, mais c'était dans ses fonctions, il devrait jouer ce rôle-là, il devrait conduire les opérations peut-être de cette façon-là, sans pour autant, d'accord, prononcer ou donner des directives ou des décisions. Maintenant, aujourd'hui, vous savez, ceux-là qui ont porté plainte contre Ounopé, que ce soit Ounopé et Ournéon, ils sont également, c'est des hauts gradés de la police et la plupart sont au ministère de l'Intérieur là. Donc c'est dire que il y a tout, en tout cas, tout était parti pour que Louis-Philippe Ournéon puisse quand même se sentir un peu mal. Ils étaient là quand Louis-Philippe Ournéon a été nommé, c'est vrai, parce que à l'époque encore, il bénéficiait donc de... C'est Ournéon que Patrice Talon avait été gardé à vue au commissariat de Cotonou. C'est normal. Je ne sais même pas ce qui vous étonne. Est-ce que ce que les hauts gradés, comme Ulrich le dit, avaient dit était faux? La preuve, c'est que la Cour suprême a tranché, a dit qu'ils avaient raison. Est-ce que c'était normal? Mais bon, voilà. Donc, je dis encore, chaque acte a son tarif à payer dans la vie. Quelques secondes pour finir. Oui, juste dire que quand on est commis à une fonction, il faut l'assumer sans pourtant faire preuve de zèle. C'est vrai que le zèle, beaucoup le font. Même à l'extérieur, on a vu quand même ce collaborateur de Macron qui n'a pas hésité à bastonner parce qu'il servait. Donc je crois que oui, quand vous êtes appelé, il faut quand même être dans une certaine mesure en faisant le job qui vous revient pour ne pas se faire attraper peut-être demain par vos actes antérieurs. Nous avons voulu avoir sur ce plateau un des spécialistes de l'administration pour vous analyser un peu ces rapports qui deviennent des rapports sulfureux et qui amènent à ce qu'on puisse se contenter d'une réponse à une demande d'explication pour déverser toute sa bile. On s'est contenté des analyses entre nous, journalistes de Soleil FM. Mesdames et messieurs, on n'a pas la prétention d'avoir abordé tous les aspects du sujet. Merci quand même de nous avoir suivis puisque ce sera tout. Mohamed Liamini a assuré la mise en onde. Demain, on se retrouve pour le dernier numéro de la semaine de l'Intégral.